Il y a plein de limites à faire du code avec de l'IA. L'IA, elle se trompe régulièrement, elle hallucine. Dans le contexte du code, ça veut dire qu'elle peut soit introduire des bugs, des choses comme ça, soit vraiment ouvrir des failles, exposer des données, des choses comme ça. J'avais lu un truc que j'avais bien aimé, c'est traiter l'IA comme si c'était un stagiaire qui vient d'arriver dans votre boîte. Et c'est vrai, pas que pour le code, mais l'IA va aider les développeurs à mieux travailler. Déjà, ça va faire descendre un petit peu les devs aussi, quelque part, c'est bien. Juste écrire des lignes de code, il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, je suis pas sûr que j'ai envie de dire à tous mes collaborateurs et collaboratrices, pensez d'abord à l'IA, pensez d'abord en tant qu'humain, et ensuite vous vous dites, est-ce que l'IA peut m'aider à faire cette tâche? Est-ce que peut m'aider à faire mieux, moins bien? Ton livre, tu l'as écrit avec Claude, et tu l'as pensé comme un projet informatique. Salut Alexis, ça va? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va très bien, je suis ravi de te recevoir pour la deuxième fois. Ce que je te disais en préparant, tu es le 4e invité à revenir 2 fois sur Learning by Doing. C'est un grand toi. Privilège, merci. Aujourd'hui, on va pas parler de ce dont on a parlé la dernière fois. La dernière fois, on a parlé de no-code. Aujourd'hui, on va parler de vibe coding. On va parler de la suite, finalement. Ne fuyez pas, on va vous expliquer tout ça. Je t'ai invité parce que tu as sorti récemment le traité de vibe coding éclairé, créer du logiciel à l'ère de l'IA. On va parler de l'IA, on va parler un petit peu de technique quand même, parce qu'on va parler de comment on conçoit des produits numériques, mais mon rôle, ça va être que tu nous expliques un petit peu tout ça avec des mots simples. Et surtout, moi, j'aimerais te parler d'un sujet qui est effectivement l'adoption de l'IA dans les organisations. L'adoption de l'IA quand on est contributeur individuel dans une équipe. Et aussi, peut-être quand on est manager, il y a des trucs que tu as peut-être pu voir. Voilà. À tous ces égards, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que peut-être pour commencer, je peux te demander de te présenter, de rappeler qui tu es. Et tu disais c'est la suite logique, que tu nous expliques aussi quelle est cette suite logique. Moi, il me semble que c'est la suite logique, effectivement. Mais donc, je m'appelle Alexis. J'ai passé pas mal de temps à faire de la formation ces dernières années. Donc, normalement, si tu dois trop me demander d'expliquer, c'est qu'il y a un problème. C'est que normalement, donc j'ai cofondé un organisme de formation qui s'appelle Contournement, avec mon associé Erwan Kézar, puis on a été rejoint par Yacine, et maintenant on a un nouveau projet dont je ne vais pas parler là, mais voilà, le projet évolue. On a commencé en 2019, et on a toujours voulu vraiment essayer d'être le plus accessible possible, vraiment, s'adresser aux gens, parce que ce à quoi c'est la démocratisation de la technologie. Et donc, le mouvement no-code, c'était ça, vraiment, le sujet, essayer de permettre aux gens qui ne savent pas coder de pouvoir faire des choses, des automatisations, des petites choses. Pour ceux que ça intéresse, il y a l'épisode où je l'ai réécouté. Donc on mettra le lien dans la description. Voilà, exactement. Mais c'est très, très intéressant de voir comment ça a évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 1 an et demi, donc je suis moins opérationnel chez Contournement. J'ai laissé un peu la main à mes 2 associés. Et donc moi, je me suis vraiment concentré sur l'IA, parce que je pense que tous, on a vécu fin 2022 un petit choc avec ChatGPT, plutôt en 2023, si on est tous honnêtes, parce que même si je connais par cœur la date de sortie de ChatGPT, ça a mis quand même du temps un peu à percuter, et puis les modèles suivants. Mais c'est vrai qu'à partir de 2023 et vraiment 2024, je me dis, bon, là, il se passe quelque chose de trop intéressant, donc il faut que j'aille un peu étudier cette avant-garde, et ce qui a résulté dans ce livre, en tout cas, qui est un angle un peu précis du sujet de l'IA, celui de création logicielle, qui était déjà un petit peu le sujet du mouvement no-code, quoi. Première question, qu'est-ce qu'on appelle le vibe coding? Alors, pour l'expliquer simplement, je vais utiliser un terme qui est la programmation conversationnelle. En fait, le no-code, c'était la programmation visuelle, principalement. Et le code, c'est la programmation textuelle. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui ne savent pas lire et écrire du code. Donc, pour ça, les premiers inventeurs, on va dire, des outils no-code ont imaginé des interfaces visuelles, des glissés, déposés, on voit les interfaces, et donc ça aide les gens à faire des choses. Un petit côté, je fabrique mon Lego, quoi. Exactement. Le Lego, c'est un des trucs qu'on a le plus utilisé. Les briques, on assemble les outils entre eux, on les connecte avec des outils d'automatisation, de connexion, etc. Donc on l'a beaucoup utilisé. Ça marche un peu aussi avec l'IA, mais donc voilà, ça c'était le no-code. Et puis avec l'arrivée de ChatGPT, donc le côté chat, la conversation, on demande des choses à l'IA, elle fait des choses pour nous. Alors, au début, juste à donner des réponses. Puis au fil du temps, on s'est rendu compte qu'elle pouvait faire des choses, et notamment écrire du code très bien,
ce qui paraît logique, puisque LLM, c'est des grands modèles de données, enfin des grands modèles de langage textuel, et donc un truc qui sont très bons, c'est le code, quoi. Donc il y a des quantités astronomiques de code qui ont été ingérées par les IA qu'on connaît, les ChatGPT et Claude, donc ils sont très bonnes à écrire du code, donc on peut leur demander. Je voudrais que tu me fasses un petit outil de gestion des vélos pour mon entreprise. Et puis voilà, il peut te faire une petite interface ou éventuellement avoir une conversation. Il y a des subtilités, mais en gros, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a juste une conversation. Ça, si on veut modifier quelque chose, on lui demande, on lui dit « Ah bah non, t'as pas bien compris. En fait, les vélos, il y en a un par personne et ils se les échangent pas dans l'entreprise. Tu donnes un peu les règles métiers, tout ça. » Donc c'est ce côté conversationnel. Dans ton livre, il y a des exemples que je trouve assez géniaux de ce... Ouais. de ce futur papa, on peut dire ça là, qui fait un capteur de contraction, c'est ça? Un timer de contraction au moment de l'accouchement de sa femme, et il arrive à le coder entre le début des contractions et l'arrivée de son enfant, je pense, c'est ça? Quand ils en ont besoin, il est à l'hôpital déjà, et ils ont besoin de chronométrer les temps entre les contractions. Et en fait, ce qui l'a frustré, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver un truc sur l'App Store où il n'y avait pas une pub, ou alors il fallait se loguer. Alors que c'est vraiment juste un minuteur, mais juste avec les... Et donc, il est allé le faire dans la salle d'attente en 30 minutes. Il s'est raconté après dans un post LinkedIn. Mais c'est le genre d'usage qui, paradoxalement, n'était pas si facile, par exemple, à faire avec des outils no-code. Il y a pas, alors oui, avec des outils un peu puissants comme Bubble, tu t'aurais pu faire des choses comme ça, mais tu n'aurais pas pu le faire sur ton mobile. Ouais. Tu vois, tu peux pas ouvrir Bubble sur un mobile, ça marche pas, l'interface est trop complexe. Donc c'est là où le côté conversation a plein d'avantages. Celui d'être accessible, tout le monde sait parler français à peu près. Alors, exprimer bien ses besoins, c'est en réalité plus dur que ce qu'il n'y paraît, mais tout le monde a une chance de dire je veux un timer de contraction. Après, si tu lui expliques plus précisément ce que ça veut dire, les boutons que tu veux, etc., que tu as une approche un petit peu plus produit, bon, ça va être mieux, mais c'est un peu ça. Et sur le téléphone, donc ça marchait pas mal. À partir de cet exemple et de ta définition du vibe coding, moi je vois deux chemins qu'on peut prendre ensemble. Alors, tu me diras celui qu'on choisit en premier. Le premier chemin, c'est de se dire, en fait, il y a une sorte de je vais pas dire d'inversion du pouvoir. En tout cas, il y a la ressource développement jusqu'à assez récemment. C'était une ressource qui était chère, précieuse. Et donc, on faisait super gaffe quand on la mobilisait. Et donc, on travaillait peut-être beaucoup plus en amont sur, en gros, le plan de la maison avant de dire à quelqu'un, tu veux pas me construire la maison? Là, j'ai l'impression qu'on est sur une logique beaucoup plus itérative et qu'en fait, on a abaissé le coût de cette ressource-là. Et l'autre sujet qui m'intéresse, j'allais dire d'autant plus parce qu'on est au micro de Learning by Doing, c'est qu'il y a cette logique d'apprentissage en continu. Et de se dire, en fait, le champ des possibles est tellement grand qu'il y a, j'allais dire, la nouvelle ressource limitante, c'est ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire et notre montée en compétences, même en tant qu'humain. On se parle, on est en mai 2026, les capacités vont être sûrement meilleures. Alors peut-être que ça va coûter plus cher dans le futur proche, mais la vraie limite, en fait, c'est quasiment ça. Aujourd'hui, à titre individuel, quel chemin on prend en premier? Moi, je veux bien qu'on attaque sur un peu l'inversion dans le... Je ne vais pas parler de rapport de force entre des designers ou les architectes et les développeurs, mais il y a quand même un peu ça de se dire, mais en fait, peut-être un des métiers les plus touchés aujourd'hui et j'en ai parlé avec Laurent Perrin, qui est le CTO de Front. Il me disait, moi, aujourd'hui, ma ressource limitante, c'est la capacité de mes développeurs à relire le code produit par la machine et à en être accountable, responsable, et en capacité à expliquer pourquoi ils ont fait ces choix-là. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et alors, en fait, toi qui es un peu touche à tout, et alors tu dis dans le livre, je suis pas le meilleur développeur, mais j'ai été dev, effectivement. J'ai été dev, et ça t'aide beaucoup justement sur le vernis technique et pour corriger aussi la machine lorsqu'elle elle s'écarte un peu du chemin nominal. Voilà, c'est quoi ton rapport, ton point de vue sur ce sujet-là? En fait, c'est intéressant parce que les deux sujets, en fait, c'est les deux extrêmes. C'est-à-dire, il y a un sujet qui est, c'est quoi aujourd'hui le rôle des développeurs? Qu'est-ce que ça change le fait que... parce que clairement, moi, je pense pas du tout que les développeurs vont disparaître, même si c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ce métier, en fait, soit aussi rapidement menacé par l'IA.
Néanmoins, je pense que c'est surtout un métier qui évolue, et d'ailleurs, tu l'as déjà dit, hein, là, avec ce que tu dis du CTO de front, c'est, voilà, notamment apprendre à relire du code, etc. Mais donc ça, c'est un bout. Donc on peut parler de ça, et de l'effet de bord, c'est que les designers, les responsables, les product managers, etc., leur rôle change et ils accèdent à des nouveaux pouvoirs. Et puis après, il y a de l'autre côté, donc les gens pas du tout techniques, qui, effectivement, maintenant aussi, à nouveau, une chance, c'était déjà un petit peu le cas avec le no-code, mais de pouvoir produire des choses. Mais il y a plein de limites aussi, il y a plein de choses, et donc il faut se former. Et donc ça, c'est pour ça que mon livre s'appelle le vibe coding éclairé. Le côté éclairé, pour moi, c'est, oui, on peut demander n'importe quoi à l'IA, mais en fait, plus on a appris des choses, et une partie s'apprend beaucoup en faisant, et une partie s'apprend aussi, il y a des fondamentaux, quoi. Mais donc on peut aborder les deux, mais commençons du coup par ce qui est le plus direct, effectivement, qu'on sent, c'est que le développement logiciel n'a plus le même coût qu'avant, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour les développeurs? En fait, non, je pense que le vrai truc à dire quand même d'abord, qui est important pour être vraiment honnête, c'est que il y a plein de limites à faire du code avec de l'IA. Ça, c'est un truc auquel je tiens. Il y a tout un chapitre là-dessus dans le livre. C'est non seulement parce que j'étais développeur, mais aussi parce qu'on a vu plein d'histoires terribles de gens non techniques qui ont mis des applis en ligne où il y a eu des fuites de données et tout. Donc il y a plein de limites. Donc l'IA, elle se trompe régulièrement, elle hallucine. Dans le contexte du code, ça veut dire qu'elle peut soit introduire des bugs, des choses comme ça, soit vraiment avoir des failles. Voilà, ouvrir des failles, exposer des données, des choses comme ça. Donc ça, c'est évident. Même si les modèles sont de plus en plus performants, en fait, un truc qu'il faut comprendre, c'est que oui, par exemple, Claude Opus 4.7, donc là, qui est la dernière, franchement, il est très bon en code. C'est-à-dire, tu demandes de faire un algorithme complexe de tri, ou je sais pas, enfin, il va réussir sans aucun problème à le faire, ou même des choses. Par contre, pour faire un logiciel, il faut pas faire juste un algorithme, pas juste une fonction, il faut faire plein de choses en boucle. Donc c'est là où il y a un outil, donc Claude Code par exemple, qui est l'outil qui utilise Claude, donc tu as une espèce de boucle. Plus tu vas travailler, plus il y a des chances que ça introduise des failles, plus le contexte, donc ce fameux contexte qui est vraiment une notion fondamentale des LLM, mais aussi dans le code, plus tu as de contexte, plus tu as de chances d'avoir d'erreurs. Donc ça, c'est évident. Donc vraiment, il ne faut pas mélanger le fait que les modèles soient devenus bons avec le fait qu'est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser professionnellement. Bon, il se trouve que le fait qu'ils soient devenus bons fait quand même que les développeurs maintenant ne disent plus c'est nul. Parce que c'est vrai qu'au début, ChatGPT, tu lui dis vas-y, fais-moi un algorithme simple. Bon, il faisait des trucs bizarres, il se trompait. Et dans le code, on le sait, hein, il suffit d'une lettre pas au bon endroit ou un point virgule pas au bon endroit, ça marche pas. Donc, on est à cette phase-là et les outils autour, les harnais comme on dit, comme Claude Code, etc., sont devenus aussi très intéressants. Mais il faut toujours que les devs relisent pour un usage professionnel. Oui. Et tous les usages ne sont pas professionnels. Une petite asso, par exemple, qui veut juste faire un petit outil pour gérer, je sais pas, le stock de stylos pour le soutien scolaire, n'a pas la même criticité, on va dire, que, je sais pas, Front, par exemple, qui est une appli en production, qui a des millions d'utilisateurs, qui paye cher pour l'avoir. Et donc, là, il faut des développeurs professionnels, quoi. Donc, il faut le mesurer. Mais moi, je pense que pour un usage professionnel, au mieux, et c'est vrai pas que pour le code, mais l'IA va aider les développeurs à mieux travailler. Ceux qui le veulent en tout cas. Et donc, ça veut dire que ça change un peu leur rôle. Donc il y a la relecture, mais il y a aussi même comment donner les instructions. C'est-à-dire que, je sais pas exactement, mais j'imagine que le code de Front, par exemple, on continue sur cet exemple, mais fait des millions de lignes. Ouais. Tu mets une IA, tu ouvres le projet avec Claude Code, tu lui demandes un truc, j'ai vraiment beaucoup de doutes sur le fait qu'il va trouver où ça se passe, quoi. Voilà. Donc ce qui risque de se passer, c'est que si tu lui demandes de faire une nouvelle feature, il va dupliquer du code parce qu'il va pas aller lire qu'il y a un endroit, en fait, cette fonction-là, tu l'avais déjà écrite. Et donc c'est là où le dev, il va donner des instructions précises, il connaît son projet, il maîtrise son projet, et ça va l'aider peut-être. Ça va pas faire x10, c'est pas... mais peut-être que si déjà il gagne 30%, c'est bien. En fait, si on réfléchit bien, tu vois, ou même, surtout peut-être ça va lui faire des trucs qu'il n'aurait pas fait avant, de la documentation, des choses un peu pénibles, d'aller relire ou factoriser du code qu'un de ses collègues a écrit. Ça, c'est jamais agréable d'aller passer sur le code de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a un truc un peu comme ça, mais ça, c'est vraiment le métier des développeurs, quoi. Et donc dans un contexte professionnel, je pense que finalement, ça change pas tant que tout le monde ne peut pas
produire du code. Donc, c'est-à-dire, j'imagine que chez Front, par exemple, après on prendra un autre exemple, mais les product managers, j'imagine qu'ils ils produisent pas du code qui va en production. Par contre, peut-être qu'ils peuvent prototyper une fonctionnalité grâce à l'IA, pas juste une maquette comme ils faisaient avant dans Figma ou quoi, mais vraiment faire un prototype qui est fonctionnel et peut-être, pourquoi pas, le soumettre vraiment dans le pipeline de production des développeurs, donc vraiment dans leur processus habituel. Évidemment, le code ne va pas aller directement en production, mais et donc là, tout le monde gagne du temps, quoi, le product manager. Donc, tu vois, c'est là où je suis un peu, à la limite, par rapport à ce que tu disais, je suis pas sûr qu'il y ait complètement une inversion dans un contexte professionnel, mais par contre, les positions de chacun évoluent et les product managers ou les designers même peuvent aussi avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de prise sur le produit. Et ça peut résoudre aussi la friction et les choses un petit peu anciennes qu'on avait où il y avait des choses qui étaient designées d'un côté, puis après il y avait un chef de projet qui très plat, très 2D, très, enfin voilà, ça restait. C'était continu quoi, faire et donc tu avais des délais, puis les développeurs ils avaient pas bien compris la feature que la fonctionnalité demandée par les et donc il y avait de la friction et puis les gens donc je crois que là il y a un truc intéressant. Alors ça c'est peut-être une vision un peu start-up aussi, un peu sur des cycles de développement comme ça courts avec des équipes techniques et des postes. Mais ça, je pense que c'est la première évolution. Il y a un truc que moi, un parallèle que je te propose de faire, quand même, c'est sur ouvrir aussi. Alors, on va parler de l'apprentissage en continu, et je pense que de toute façon, ça va transparaître dans ce qu'on s'apprête à aborder. Il y a quand même ce sujet de dire, en fait, c'est plus simple de tester des choses. Le coût du test, on va dire ça autrement, est beaucoup plus simple. C'est plus simple d'itérer aussi sur des sujets. Et si je parle plus de collaboration entre collègues, par exemple, ou en équipe, c'est quand même vachement plus simple pour convaincre nos collègues que tiens, on pourrait tester ça, de pouvoir faire un proto rapidement, j'allais dire dans son coin, sans mobiliser des ressources, que ce soit d'ailleurs en design ou en développement, de le mettre dans les mains des utilisateurs et de récupérer du feedback sur ce qu'ils ont apprécié. Donc là, je donne un exemple qui est très, qui est encore très software produit, mais en fait, ça peut s'appliquer ailleurs. J'ai besoin de convaincre sur mon projet. En fait, si je veux faire une presse un peu interactive, un peu sympa, on n'a pas parlé de le design encore, mais bon, il y a moyen de faire des trucs assez fous, assez rapidement, qui vont transformer une idée que j'ai, une conviction forte que j'ai, la matérialiser. Je vais pouvoir la mettre dans les mains de potentiels sponsors ou de décideurs et d'accélérer aussi des sujets. Et ça, je trouve que c'est un truc qui bouscule pas mal le statu quo, même dans les organisations. Je sais pas si tu vois des trucs comme ça dans différentes communautés. Le premier truc auquel ça me fait penser, c'est un peu le côté un peu négatif de ça. Après, je viendrai au côté positif. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il y a une opportunité de rapprocher un peu tout le monde. Mais c'est... encore une fois, ça c'est un peu un truc de start-up peut-être, mais non, d'ailleurs j'ai entendu même des choses un peu comme ça dans les PME. En fait, c'est le CTO qui se met pas le CTO, pardon, le CEO, le président, le fondateur, qui se met à vouloir produire en fait aussi. C'est-à-dire, et souvent, donc, ça, il peut y avoir des fondateurs techniques, mais là on parle vraiment de gens qui sont pas techniques, mais qui d'un coup vont se mettre à faire du code ou du n'importe quoi et puis dire à l'équipe c'est bon, regardez pourquoi. Et ça c'est pas très bon, je pense, parce que tu vois, il y a une espèce d'invasion. Ou forcément, si c'est le dirigeant, il y en a, ils ont beaucoup d'idées. Souvent, quand tu es fondateur d'une boîte, t'es un peu. Et donc, ça peut être trop. C'est-à-dire un peu un truc où on respecte plus les frontières aussi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est bien si les gens se rapprochent. Il y a de l'ingérence sur un domaine. Mais oui, voilà, potentiellement, tu vois, parce qu'il y a une espèce aussi de. On va beaucoup revenir, je pense, sur le sujet d'un peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que demander à Claude de faire quelque chose ne veut pas dire que ça peut résulter dans du code en production. En fait, là, tous les développeurs et les gens techniques le savent. Les développeurs, après, tu as d'autres métiers, tu as les ops, donc, et voilà. Et donc, en fait, le CTO qui dit regarde, moi, ça marche dans mon environnement, machin. Dans mon bac à sable, voilà, tu vois. prod, quoi. Voilà, c'est pas du tout comme ça. Donc ça peut aussi s'appliquer d'ailleurs à des product managers, etc. Mais en général, ceux-là, ils vont avoir cette retenue, je pense, parce que historiquement, les devs sont un peu impitoyables. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que parce qu'il y a toujours eu, alors des fois, il y a des devs un peu divas aussi, enfin, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je pense sincèrement, tu vois, qu'il y a un truc où les équipes techniques, les DSI dans les grosses boîtes, c'est un peu d'espèce de tour d'ivoire où tu peux rien demander, quoi.
Et c'est vrai parce que pendant longtemps, elles ont été aussi sous-staffées, et c'est un endroit. Et puis il y en a aussi. Oui, puis c'est des gens qui opèrent avec beaucoup de dépendance, beaucoup d'historique. Ouais. Alors, c'est souvent l'argument qui Voilà. est montré pour ça, mais il n'y a pas que c'est pas que un argument de façade. C'est un vrai argument. Bon, pour avoir aussi travaillé en DSI, bon, j'ai vu qu'il y en avait qui se servaient de ça aussi pour un peu pas trop travailler, tu vois, mais il y a tout partout. Mais c'est vrai que ce truc de la sécurité, la stabilité d'un produit et tout, c'est important, je veux dire, pas... Donc, et en général, les products, les designers, tout ça, ils vont pas aller, c'est chacun son rôle. Mais moi, ce que j'espère, tu vois, c'est que en abaissant un petit peu la possibilité technique, donc déjà, ça va faire descendre un petit peu les devs aussi, quelque part, c'est bien. Puis eux-mêmes, tu vois, ils vont peut-être moins écrire de code et s'intéresser à d'autres choses. Moi, j'ai connu aussi trop de devs qui n'étaient pas intéressés par le produit et j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant, quoi. Juste écrire des lignes de code, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Et donc, en fait, tout le monde comme ça, et de la même manière, les products, s'ils veulent vraiment, effectivement, peut-être aller un petit peu... proposer du code, des choses comme ça, il va falloir qu'ils comprennent aussi ce qui marche et donc se cultiver. Toujours un peu ce côté un peu éclairé. Et donc en fait, tout le monde peut espérer, grâce à l'IA, on va dire, avoir une culture technique commune. Voilà. Pour ceux qui ont besoin. Après, je dis pas que tout le monde doit rentrer dans les arcanes de la technique, mais moi, c'est un peu ça mon espoir, en tout cas dans les projets où il y a une forte composante technique, qu'il y ait ce truc-là qui arrive, quoi. C'est super clair. J'aimerais bien avoir ton regard d'expert sur des sujets logiciels, sur une problématique. Alors, je ne sais pas si tu la vois souvent avec les gens que tu côtoies. Moi, je la vois beaucoup. C'est l'adoption de l'IA. Alors, on va dire plutôt sur les fonctions de collaboration, type manager, son équipe, des gens qui n'ont pas un métier technique ou technologique à la base. À qui on donne une licence copilote, Teams, et qui se retrouvent au milieu d'un flou assez dingue, à la fois parce que eux-mêmes doivent apprendre et en même temps essayer d'orchestrer ce qui se passe autour d'eux dans l'équipe. Ils se rendent compte qu'il y a des gens qui vont très vite et qui adoptent le truc et vont peut-être même un peu loin dans l'usage et se posent pas de questions, en tout cas manque parfois de regard critique ou de sens critique sur effectivement est-ce que ces données sont confidentielles, c'est quoi la sécu de ce qu'on fait, et de l'autre côté des gens qui sont totalement paniqués et qui se disent non mais en fait demain j'ai plus de taf. Là effectivement alors moi je suis en charge de faire un reporting chaque semaine sur des chiffres de vente ou l'adoption utilisateur, et là je me rends compte qu'en fait ce que je mettais une demi-journée à faire en 10 minutes, Claude ou Tchabete, du coup c'est quoi mon job? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, aux managers de ces gens-là, et est-ce qu'il y a moi j'ai vu plein de trucs super intéressants dans ton bouquin là-dessus. Comment reprendre un petit peu la main là-dessus? Ce serait quoi toi tes conseils sur ce genre de contexte? En fait, c'est un vrai sujet, c'est le sujet dans lequel on est complètement là avec l'équipe de contournement, parce que c'est les demandes principales qu'on reçoit. Ça va. Donc c'est vraiment, alors moi je suis un peu moins proche vraiment du terrain, mais on en parle et puis on lit des articles, parce que nous notre sujet, on va dire, ça a toujours été le no-code pour tout ce qui est productivité, on va dire. Donc ça passait beaucoup par de l'automatisation. Et donc, notamment, une des réalisations qu'on a eues, donc nous, on a formé beaucoup de gens à des outils comme Zapier, comme Make, pour gagner du temps, on automatise. Et même, on avait un petit peu l'espoir et l'envie, et on l'a vu dans certaines boîtes, que même tous les collaborateurs d'une boîte puissent faire ces petites automatisations dans Zapier. Alors, il y a des réalités, on revient toujours un peu au DSI, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas non plus avoir accès à tout. Mais ça peut, en prenant un petit peu le temps de bien configurer les choses, tu peux avoir un truc où tu as les ops de la boîte, qui sont donc les automatisations un petit peu critiques, je sais pas, le flux de facturation, des choses comme ça qui sont gérées par les responsables, les responsables ops. Et puis des petites choses plus simples, si quelqu'un veut se faire une petite automatisation pour faire sa petite relance client, parce que s'il y a que lui qui peut le faire, qui veut le faire à sa sauce, ça peut le faire. Ça a évolué parce que, encore une fois, la barrière s'est abaissée. Et en fait, on voit que par exemple, des collaborateurs avec Claude Cowork, en fait, ils n'ont plus besoin de Zapier, quoi, en fait. Non. Ils vont faire plutôt ça là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, en fait, ça donner juste Claude Cowork à n'importe qui et espérer que ça va bien se passer, pour plein de raisons, c'est au mieux juste il se passe rien parce que la personne, comme tu dis, soit elle a peur, soit elle n'a pas envie,
soit, enfin voilà, elle va pas l'adopter, Mm. soit elle va essayer, elle va pas bien l'utiliser, donc elle va dire ah c'est nul, ça sert à rien, et peut-être à raison. Enfin, donc c'est tout ça, c'est beaucoup d'accompagnement quoi. Ouais. Donc faut qu'il y ait une conviction déjà, un peu, je pense je sais pas, enfin de l'entreprise, enfin pour se dire, sans forcément jusqu'à aller des choses, si on parle beaucoup de AI first, AI native, tu vois, l'idée de une entreprise doit complètement pivoter pour devenir à fond sur l'IA. Je trouve que ça c'est un peu extrême, tu vois, c'est des discours un peu marketing quand on entend, je sais C'est pas, une mode, ça. voilà, il y a un petit truc de se dire bon allez hop on va rendre notre société cool, on va juste dire on est AI Tu first. sais, en tant que vétéran, j'ai entendu du mobile first pendant Ouais. de longues années et effectivement, Non, mais tu vois, c'est souvent des effets d'annonce. ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que Mobile First, il y avait un peu une philosophie derrière de se dire, bon, quand on design premier pour le mobile. Mais si on rapproche ça à l'IA, moi, je suis pas sûr que j'ai envie de dire à tous mes collaborateurs et collaboratrices, pensez d'abord à l'IA. Non, moi, j'ai envie de penser d'abord en tant qu'humain. C'est quoi la tâche que vous voulez réaliser? Et ensuite, vous vous dites, est-ce que l'IA peut m'aider à faire cette tâche? Est-ce que peut m'aider à faire mieux, moins bien? Et voilà, et typiquement, voilà, un outil comme Claude Cowork, qui est enfin, c'est pas pour faire de la pub pour eux, mais je trouve qu'Anthropic, là, dans les derniers mois, hein, enfin, vraiment, a réussi à mettre en place toute une suite d'outils. Tu as mentionné design tout à l'heure, enfin, qui est, je pense, la bonne manière pour une entreprise aujourd'hui de se mettre à l'IA. Je connais moins bien les écosystèmes de Microsoft, par exemple, tu parlais de Copilot, mais je suis à peu près sûr qu'ils sont malheureusement pas. C'est des plus grosses structures, ils itèrent moins vite. Alors que là, Anthropic. C'est surtout, alors de mon point de Ouais. vue, encore une fois, je ne suis pas expert du sujet, mais j'ai l'impression que c'est un add-on de solutions qui sont déjà type Teams, type Outlook. Ouais. Et donc c'est très orienté. Alors pour eux, je pense productivité autour de ces sujets-là, mais en fait, tu te retrouves à avoir des trucs bizarres où ça te fait des résumés de réunions et en fait, chacun va prendre le résumé et le mettre dans le ChatGPT pour avoir la synthèse de la synthèse, qu'est-ce qui est attendu de ma part. Et donc, en fait, tu as un truc où déjà les trucs sont faits en double. Tu te dis, bon, pourquoi? Mais tu vois, il y a une tension, je pense, pour les suites comme Microsoft Office, Google Workspace, où c'est des outils où en fait, ils sont pris entre inventer des choses nouvelles. Donc, tu vois, par exemple, il y a Copilot Cowork, ils ont fait un truc comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, mais en fait, il y a aussi, surtout, ils avaient une urgence à mettre de l'IA un peu partout dans leurs produits. Donc maintenant, tu vas dans Excel, tu lui demandes une formule, c'est une IA qui te l'écrit, et ça, c'est bien. Mais donc, ils doivent à la fois faire ça, alors que Anthropic, ils arrivent, il n'y a pas de produit. Ils doivent combler un retard et en même temps penser aux usages. Voilà. Alors qu'Anthropic, ils n'ont que à inventer des nouvelles choses. Et donc Google, c'est assez intéressant aussi, je trouve. Pareil, ils mettent un peu de l'IA partout, donc tu peux générer tes slides. Puis, mais donc voilà, c'est à la fois cet écosystème, et puis tu as Gemini, et puis tout se connecte. Mais c'est le début, l'adoption est un peu... et puis après moi, il y a un outil qui vient plus du monde no-code, mais qui a pris un virage un peu fou avec l'IA, c'est Notion, je sais pas comment. Genre, il y a deux écoles dans la communauté, mais bon, moi je dis Notion à l'américaine. Et ça, c'est un outil où je trouve, ils sont en train de réinventer le paradigme de la suite bureautique. Et donc ça, c'est pareil, ça nous plaît pas mal chez Contournement parce que, voilà, tu vois, je sais pas si c'est AI first ou pas d'utiliser Notion, mais en tout cas, je trouve que c'est intelligent d'utiliser Notion déjà parce qu'à la base, c'est un bon outil de gestion de la connaissance, notamment. Mais en plus, ils ont rajouté de l'IA un peu partout aux bons endroits et de manière assez accessible. Des agents, des choses comme ça. Mais donc ça, c'est assez intéressant. Après, il y a Dust aussi dans un autre genre. Donc il y a pas mal de choses. Mais là, la question qui se pose, et là, j'ai pas forcément la réponse, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir un peu sur les suites logicielles ou alors se dire qu'en fait, c'est Cowork qui va être l'IA de tous nos outils? Parce que Cowork, il peut aussi t'ouvrir Excel et puis te faire une formule, quoi. C'est pas... Donc, est-ce qu'il faut utiliser l'outil à l'intérieur d'Excel ou est-ce qu'il faut utiliser un autre tableur? Donc ça, c'est intéressant. On est en train de découvrir tout ça et c'est normal que les collaborateurs et les collaboratrices, eux, ne savent pas forcément. Il faut leur proposer ces manières de travailler. Et je pense qu'il y a un truc qui est super intéressant que j'ai lu dans le livre et qui est un des principes que... Il y a beaucoup de parallèles entre le management et le prompting d'une certaine manière, en tout cas la discussion avec l'IA. Notamment, on a fait, je sais pas, moi de l'extérieur, on fait tout un flanc du prompting. En réalité, c'est de la délégation. C'est juste passe du temps à expliquer le contexte avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Ça ira beaucoup plus vite. Ça t'évitera bien des échanges et bien des corrections et bien de la frustration. Alors, des deux côtés quand on parle d'humain-humain, d'un côté quand on parle d'humain à machine.
Non, il y a un conseil que tu mets là-dedans sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes. Tout commence par du papier et un crayon. Je veux bien que Ouais. on prenne un peu de temps pour expliquer ça aux gens, parce que là, on parle d'outils depuis tout à l'heure, de technologie, de logiciels. Il y a quand même un truc, c'est à la base, il faut avoir les idées claires, quoi. Ouais, bah écoute, ça me fait plaisir que tu t'arrêtes sur ce point-là. En fait, déjà, je veux dire une première chose, en fait, ça me paraît d'autant plus important. Moi, j'ai une vraie angoisse de perdre des capacités cognitives, tu vois. Mm. Mais c'est pas la raison pour laquelle on a. Parce qu'en fait, C'est bien qu'un expert IA on parle. Après, j'ai pas de réponse vraiment, puis c'est un truc un peu personnel et je vois bien que tout le monde ne partage pas forcément cette crainte. Non, mais Mais on en parlait en préparation, là, juste ouais, avant. Ce côté un peu, vu que tout est possible, on peut tout rien, faire. voilà, tout est au même niveau. Ouais, Il y a un vrai sujet de priorisation aussi. exactement. Ouais. Prioriser, savoir est-ce que on va toujours tout savoir faire comme on faisait avant. Est-ce que c'est nécessaire? Il y a des choses, peut-être c'est pas grave qu'on les oublie. Donc après, il y a des choix aussi un peu personnels. Mais si je mets ça de côté, donc peut-être on y reviendra, mais c'est que déjà, en fait, nous, avec les outils no-code, en fait, on disait vraiment aux gens, en fait, ne vous jetez pas dans les outils. Parce que tu as raison, hein, on a beaucoup parlé d'outils, parce que moi, j'avoue, j'aime bien ça, tu vois. Enfin, mais en fait, nous, on l'a trop vu, tu vois, des gens qu'on formait, ils étaient très excités, parce que c'est normal, tu découvres un outil comme Zapier, comme Bubble, tout ça. T'as un peu l'impression d'avoir, peut-être pas des super pouvoirs, mais au moins de faire des choses que tu pouvais pas faire avant, quoi. Et donc ça te donne envie, puis c'est visuel, comme on l'a dit, tu fais des glissés-déposés, donc tu te dis, bah, tout le monde peut le faire, quoi. En fait, non, déjà, bon, c'est bien de se former à maîtriser les outils, mais même une fois que tu les maîtrises, bah, en fait, si je prends l'exemple d'un... Je vais prendre d'abord un exemple, ce qu'on faisait avant, même dans le code, donc une automatisation. Tu veux généralement donc numériser un processus. Donc par exemple, je sais pas, on a fait parler de ça d'ailleurs dans l'épisode, là, donc un onboarding utilisateur. Pas utilisateur, un onboarding collaborateur dans une boîte. Donc il y a plein d'étapes qui s'automatisent. La création du compte Slack, du compte Gmail, ouvrir les accès, envoyer la demande à la DSI pour préparer un ordinateur, toutes ces choses-là. Bah ça, moi j'ai vu des gens tout de suite ouvrir Make, Zapier, N8N et essayer de le mettre en place. Sans s'être posé en se disant, ok, bah c'est quoi les étapes? Est-ce que je dois aller demander aux gens? Est-ce que je sais exactement c'est comment qu'il faut faire la requête pour avoir un ordi? Donc c'est ça, le côté papier, mettre au propre. Pourquoi pas même, pour les gens un petit peu plus avancés, même ce truc qu'on a modélisé sur papier, bah pourquoi pas le mettre dans Whimsical ou un outil comme ça pour faire vraiment proprement, parce que ça, comme ça, c'est la documentation, en fait. Whimsical, c'est un outil, alors moi je m'en sers pour des mind maps, mais c'est aussi un truc où tu peux faire des blocs. Des flux de processus. Flux de processus. Donc voilà, mais ça peut être n'importe quel outil, hein, mais voilà, ce truc-là. Et en fait, donc ça, déjà, ça permet ça va mieux marcher quand on va faire l'automatisation. Et en fait, avec l'IA, on s'est rendu compte que c'était encore plus le cas. Parce qu'en fait, d'aller juste dire à l'IA, bah voilà mon process d'onboarding, vaguement. Numérise-le. Ça, c'est un fantasme, en fait, de penser que ça va bien se passer, quoi. C'est vraiment... et je sais pas, peut-être qu'un jour, ça sera le cas, mais c'est... Comme tu disais, ce côté délégation, j'avais lu un truc que j'avais bien aimé, c'est traiter l'IA comme si c'était un stagiaire qui vient d'arriver dans votre boîte. Bah, le stagiaire, il sait pas comment il se passe ton onboarding, donc tu lui expliques. Et pour lui expliquer bien, pour être sûr de rien oublier, bah, c'est mieux que d'abord, toi, tu te sois posé, t'as griffonné 2-3 trucs, puis tu vas devant ton stagiaire, tu lui expliques, et puis ensuite, tu peux peut-être là espérer lui dire fais quelque chose. Le mieux, peut-être, c'est lui dire pose-moi des questions. Ça, c'est des petites techniques de travail avec l'IA qui permettent d'être sûr qu'il a bien compris. C'est un truc aussi juste mathématique, en fait, hein, cette notion de contexte. Plus on lui donne du contexte, mieux il va être. Et donc, on peut lui demander aussi d'aider à charger son contexte, en quelque sorte. Donc, quand on lui demande de poser des questions, c'est effectivement, pour être sûr de rien avoir oublié, mais aussi comme ça, ce qu'il va rajouter, bah, il l'aura pour la suite, quoi. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça l'idée, pas se jeter dans les outils et puis continuer à faire travailler son cerveau pour se poser les bonnes questions et s'aider d'IA au bon moment, parce que évidemment, hein, l'IA là-dedans est très intéressante, quoi. Il y a une partie qui est plutôt vers la fin du bouquin, qui sont les principes du vibe coding de jeu. Donc c'est un peu je sais pas, les règles, les grands... Les katas, j'ai appelé ça, je sais pas. Les commandements du vibe coder. Bon, je te laisserai me préciser les plus importants pour toi. Moi, il y en a un alors que j'ai commencé à tester avant de lire ton bouquin et que je trouve vraiment super efficace. C'est le fait et
que j'ai vu à peu d'endroits, c'est le fait de discuter avec l'IA, mais à l'oral. Ouais. Qui n'est pas un réflexe que les gens ont parce qu'effectivement, on peut pas se mettre à. Enfin, t'es en open space, tu vas pas allumer le micro pour clair. parler. Déjà que t'es en conf call toute la journée, c'est quand même très bizarre de discuter avec ton ordinateur. Moi, je trouve en tout cas qu'il y a un côté. Je suis beaucoup plus précis et peut-être moins avare de mes mots quand je parle. Je veux bien que tu creuses ce sujet-là et que tu me donnes peut-être quelques exemples. Non, mais ça va complètement avec ce qu'on disait juste avant, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on tape, on va en général à l'essentiel. Alors que quand on parle, on peut, comme c'est moins fastidieux, se permettre de donner plus de détails, d'être plus... Alors ça dépend un petit peu des gens aussi, mais bon, en général, quand on parle tout seul, tout le monde est à l'aise à parler tout seul à une machine. Enfin, ça peut paraître un peu paradoxal dit comme ça, mais je veux dire, quand on parle avec quelqu'un, des fois, on peut être un peu intimidé. Ouais. Quand on parle tout seul, on dit tout. Donc en fait, on donne beaucoup de contexte, quoi. C'est juste ce truc d'essayer de donner un maximum de détails. C'est plus facile à l'oral. Mais tu vois, je combinerai quand même avec ce en fait, l'avantage quand t'écris, le problème quand on écrit, c'est qu'on a envie d'écrire vite et d'appuyer sur Entrée. Oui. On fait tout ça, même sur Slack. Sur le Slack de No Code France, ça rend fou quand les gens ils appuient sur Entrée en mettant 3 messages. Là, tout de suite, quelqu'un qui va s'offusquer. Mais on a cette habitude. Je sais pas, après, bon, c'est aussi peut-être des trucs de génération, quand on chattait sur MSN, etc. Ouais. C'est le salut, t'es là. Voilà, tu vois, et hop, Entrée, puis... Or, ça, avec le M, c'est pas bon, quoi. Ouais. Il faut donner des choses. Donc, ce qui est bien, c'est que si tu fais pas tout de suite Entrée, tu mets une phrase, tu réfléchis, tu mets une deuxième phrase, tu réfléchis. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de préparer un peu ce qu'on veut dire et ensuite, en mode vocal, voilà, balancer, donner un maximum de contexte. Donc, ouais, moi, j'adore la transcription vocale. Je fais... D'ailleurs, l'histoire du livre est un peu liée à ça. Tu pouvais pas taper au début. Ouais, quand j'ai commencé, alors c'était le livre d'avant en fait. Ah, c'est le livre d'avant, excuse-moi. Mais du coup j'ai fait la même recette pour celui-là, mais ouais c'est j'ai fait une chute en vélo, donc j'ai eu mon bras en écharpe, donc je m'étais vibe codé un petit outil pour faire de la transcription. Okay. Il y en avait, mais bon moi je suis sur Linux et bref c'est pas mais il y en a plein des outils, ça sert à rien de le vibe coder, mais par contre d'utiliser ça, là franchement quand j'ai écrit, donc moi j'estime que j'ai coécrit, de toute façon j'ai coécrit ce livre avec Claude. On va y venir juste après, voilà, vas-y. on pourra en parler, mais c'est vrai que c'est, je dis ok, de quoi je veux parler, je me fais une note vocale de 10-15 minutes. Alors le fait d'avoir fait des podcasts et tout, peut-être ça aide aussi à parler tout seul comme ça à 10-15 minutes, c'est peut-être pas naturel pour tout le monde, mais c'est hyper fluide quoi, comme process. Et donc ouais, moi j'utilise ça quand j'ai des idées. Les débriefs de réunion aussi, c'est vrai que moi, tu vois, ça fait partie des choses où, comme j'ai pas énormément de rendez-vous clients, meetings, etc., le peu que j'essaie de pas les enregistrer. Ça fait pas longtemps, mais bon, je le partage quand même. J'essaie de pas les enregistrer pour, voilà, tu vois, toujours travailler un peu. Forcer à faire le résumé toi-même. Voilà, mais par contre, c'est vrai que je prends des notes, je griffonne des choses en même temps que je discute avec la personne, mais surtout, tout de suite, dès que j'ai raccroché, je fais une note vocale. Et c'est cette note vocale que je vais donner après un LLM pour avoir le résumé, plutôt que la transcription. Mais très franchement, je veux dire, je trouve que les outils d'enregistrement de meeting, c'est génial. Ouais. Mais aussi, il y a un peu ce truc d'un peu de parcimonie et de choisir quand... je comprends. Parce que des fois, on est au téléphone, on n'a pas tout de suite, on n'a pas l'outil. Enfin, voilà, j'ai envie de garder cette capacité de synthèse, on va dire. Est-ce qu'il y a un des principes du vibe coding dojo dont tu veux nous parler? Donc, on a parlé de partir de la feuille blanche, enfin, partir de papier-crayon et essayer de préparer un maximum de contexte avant de se lancer dans l'outil. Le côté... Utiliser la transcription vocale. Ouais, transcription vocale. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager un peu en mode... en tips, je sais que ce sont des principes fondateurs, mais voilà, de dire, tiens, est-ce qu'il y en a qui peuvent parler à même des gens qui n'ont pas vocation à créer des produits numériques alors le premier, je vais en donner un quand même qui est important toujours pour comprendre cette question de contexte, mais bon, qui sert plus pour... qui peut servir bien pour une conversation Claude ou ChatGPT. En fait, c'est pas toujours possible, d'ailleurs, on pense pas à le faire quand on est dans ChatGPT ou c'est en fait de revenir en arrière, c'est-à-dire ce qui se passe souvent, en fait, quand on fait des applications, quand on développe avec de l'IA, c'est que des fois, elle se plante. Parce qu'il a mal compris, parce que... Voilà. Et en fait, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de lui demander de corriger. Or, si on fait ça, en fait, le contexte de la question, quand on lui demande de corriger, il inclut l'erreur.
les problèmes. Donc en fait, ce qui est mieux, c'est de revenir en arrière et puis modifier le prompt qu'on lui a demandé, notamment lui dire en fait de ne pas faire telle et telle erreur. Et comme ça, on a une chance en fait de continuer la discussion sur une bonne base, quoi. Je te donne un exemple transposé ailleurs. Je fais beaucoup de présentations, de même propositions commerciales, où je mets d'outils type IA. Et effectivement, des fois, tu te perds dans des méandres parce qu'il continue. En fait, t'as corrigé une partie de l'hallucination, pardon, et en fait, il y a une autre partie que tu n'avais pas vue. Et en fait, si on les... tu fermes ton ordi et tu fais attends, là, ça va pas, faut que je refasse à la main. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est plus coûteux de se dire de tout recommencer que d'essayer de revenir en arrière juste au moment où ça a déraillé. Alors, on s'en rend pas toujours. Dans l'historique et aller corriger les choses en amont. Mais ça, pour le dev, c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres contextes. Donc toujours, en fait, le context management, context engineering, tu vois, c'est un truc, c'est global, c'est pas que, même pour le dev. Il y a un peu cette notion de, en fait, maintenant, il faut réfléchir. Comme tu disais, le prompt, en fait, prompt engineering, on s'en fout un peu, c'est pas... Enfin, le prompt en lui-même... c'est surtout faire croire qu'en une instruction, tu auras un truc génial. Exactement. Non, en fait, c'est une discussion. Par contre, effectivement, il faut avoir une conscience du contexte de la discussion dans laquelle on est. C'est tout. Et c'est pas non plus... Il y a beaucoup de gens qui parlent de context engineering, je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais juste se dire, bon, effectivement, où j'en suis dans mon contexte. Dans les outils de vibe coding, souvent, tu as une jauge, tu vois, parce qu'il y a une taille limite aussi au contexte. Et donc, en fait, se dire, ok, bah déjà, petite règle, par exemple, c'est de jamais dépasser 50%. Si tu es à 50%, tu démarres une nouvelle discussion, idéalement. Ça, c'est plus... pas forcément, surtout pour le dev, tu vois, encore une fois. 50% du champ possible dans la discussion. 50% du remplissage du contexte. Puisque, en fait, tu vois, donc au début, tu lui dis, fais une application, ensuite, tu lui rajoutes telle feature, puis il rajoute telle fonctionnalité. En fait, au bout d'un moment, petit à petit, ton contexte se remplit. Donc, tu vois, et quand tu arrives à 50, déjà, moi, de manière générale, j'essaye qu'à chaque fois que je fais une nouvelle fonctionnalité, je démarre une nouvelle conversation. Ok. Mais là, c'est si tu as enchaîné 2-3... faut que tu... Voilà, il faut... tu flushes un peu le truc. Quoi. Exactement, demander. Alors, ce qui est bien avant de faire ça, c'est de lui demander de documenter ce qu'il a fait. Voilà. Même, et ça, c'est pareil, c'est un truc qui marche aussi, même si on a juste une discussion dans Claude. Moi, ça m'arrive, des fois, j'ai des brainstorming qui commencent à être longs. Et je lui dis, vas-y, fais un résumé, et puis je démarre une nouvelle conversation. Ça permet aussi de repousser un peu les limites, parce que là, en fait, on n'a pas parlé aussi du sujet... combien ça coûte et tout. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vachement incrémental. C'est-à-dire, le premier prompt que tu mets dans Claude, il y a zéro contexte. Donc, lui, il donne une réponse. Le deuxième prompt que tu vas mettre, il y aura la question que tu viens de mettre, la question que tu avais mis avant et la réponse que tu avais mis avant. Et puis, en fait, comme ça, donc c'est exponentiel, quoi. Et donc, c'est là où il faut vraiment avoir toujours un peu cette conscience du contexte et se dire... Ok, bon, là, la conversation, elle commence à être un peu lourde. Résumé, nouvelle discussion. Comme ça fait pas un empilage. Mais les gens, tu vois, on a un peu du mal à ça. C'est une petite abstraction à se faire. Mais en fait, moi, honnêtement, j'ai toujours le plan à $20 de Claude et je n'atteins pas les limites, quoi. Alors, aussi, il y a certaines choses que je fais avec d'autres LLM et tout. Mais voilà, ce petit truc de... Et puis, toujours aussi un peu se dire, qu'est-ce que je fais avec un LLM ou pas, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de lui donner trop de contexte aussi. Ça, c'est peut-être un petit écueil. Des fois, tu as tendance à fourrer plein de PDF, plein de trucs. Surtout, on nous a dit, oui, maintenant, les fenêtres de contexte, elles sont très grandes. Oui, mais bon, ok, mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça compte aussi dans les limites, les quotas qu'on a, et puis le coût, quoi. Super clair. Je voudrais qu'on finisse sur l'histoire de ce livre. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est que tu finis sur une... Enfin, tu le dis dès le début, mais... D'ailleurs, Claude aurait pu être en co-auteur sur la couverture. Alors, je me suis posé la question, mais après, mais je l'ai écrit, c'est dans les mentions légales directes. Mais je plaisante. En fait, l'histoire, juste pour préciser pour tout le monde, c'est que ton livre, tu l'as écrit avec Claude et tu l'as pensé comme un projet informatique. C'était le dernier ou l'avant-dernier chapitre du livre. Tu as une vidéo aussi sur ta chaîne YouTube qui explique ça. Je veux bien que tu nous racontes pourquoi et comment tu t'es organisé. Je pense qu'il y a ça désacralise aussi un petit peu le côté auteur, mais je trouve ça hyper intéressant. Sur le côté réplicabilité, sur le côté... parce que c'est quand même un challenge d'écrire un bouquin sur l'IA au moment où, je sais pas, chaque mois, il y a des nouveaux trucs. C'est un peu on est en pleine ruée vers l'or, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que il fallait que ça aille vite aussi. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai passé 1 an...
à beaucoup réfléchir à ces trucs de vibe coding, à faire des conférences. Mais au moment où je me suis dit, bon, je fais un livre, si je le fais, il faut que ça aille vite. Combien de temps t'as mis pour la... J'ai mis 1 mois. 1 mois? Ouais, mais parce que j'avais déjà plein de ressources, j'avais cette conférence que j'avais préparée qui sert un peu de fil rouge aussi. Okay. Donc, mais ouais, après c'est allé assez vite. Après j'ai un peu de temps, mais c'est aussi effectivement le fait d'avoir travaillé avec Claude. Et en fait, je vais juste rebondir sur, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, tu utilises par exemple pour faire des propositions commerciales, pour faire des slides. En fait, moi l'année dernière, j'ai eu une espèce de révélation qui était qu'en fait, tout peut être du code, quoi. Tu vois, du markdown, en fait, c'est là où les LLM sont très bons. Et donc, ça fait un moment déjà que je fais des slides avec du code. Et en fait, tu vois, Anthropic, ils sont très forts parce qu'en fait, ils ont pris cette idée-là, ils en ont fait Cloud Design, ils en ont fait, tu vois, tout est, en fait, à la fin, tout est du code, du HTML notamment. Enfin, tu vois, tous les slides, c'est du HTML, et en fait, de proche en proche, ça fait 1 an et demi, ouais, j'ai beaucoup retrouvé le plaisir de coder, de travailler avec Git, avec GitHub, avec des outils. Je me suis dit, bon, ok. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, Git, c'est un outil de versionning de code. Ce qui peut paraître donc être un petit que pour les développeurs, mais en fait, quand tu écris un livre, en fait, avoir des versions, c'est hyper intéressant, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a fait dire, d'un côté, il y avait ce truc de versionning, parce que quand j'avais fait le premier livre, j'ai écrit un livre avec mon associé Erwan qui a été publié chez Erol, et puis après, j'ai fait un livre tout seul, un petit livre sur le mouvement no code. Et c'était super chiant avec les Google Docs, Google 1.4. Du formatage. Ouais, t'as des trucs de formatage, tu fais relire à des gens, t'envoies d'un côté, et puis après, les gens, ils t'envoient version 1.5 relue, et puis toi, après, t'as version 1.6 finale. Je pense que les gens qui travaillent en entreprise comprennent très bien ça. Voilà. VDEF.V4. Exactement, ouais. Et donc, tu vois, j'avais... Ouais, exactement. Non, on l'a bien vécu. Alors bon, faut dire que Google Doc, déjà, le côté collaboratif aide à ça, mais bon, donc voilà, je me suis dit, il y a ça, et puis il y a le fait que donc, ce livre, je l'ai auto-édité, et que c'est un peu chiant, quand tu auto-édites, d'arriver à faire les bons formats pour Amazon, pour le PDF, les EPUB, les machins, tu vois. Or, l'IA, elle connaît tous ces trucs par cœur, et en fait, elle sait te générer le bon PDF qui va bien, au bon format, juste en écrivant des petits scripts, en fait, tu vois. Donc, il y a un espèce de petit pipeline, comme on dit, de génération. Donc, j'ai discuté avec Claude, j'ai dit, est-ce que ça te paraît faisable? Il m'a dit, oui, on va faire comme ça. Un dossier où il y a chaque chapitre, c'est un fichier Markdown. Okay. Donc, le Markdown, c'est devenu vraiment le type de formatage. Voilà, c'est du formatage très simple. On veut un titre de niveau 1, on met un dièse, titre de niveau 2, 2 dièse, machin, bon. Et les LLM sont très bons à manipuler ça. Donc voilà, un chapitre comme ça. Donc moi, j'ai pas allé dans Google Doc faire des trucs. Et puis, il a écrit un script qui prend tous ces trucs-là, les agrège, en fait un PDF pour Amazon, un PDF pour lire sur l'ordi, un PDF pour la tablette. Donc voilà, tout ça était hyper pratique. Mais évidemment, ça, c'est le côté technique. Mais le bonus, qui était compris dans l'idée de base, c'est de me dire, de toute façon, je vais discuter avec Claude pour l'écrire ce livre. C'est ce que j'avais fait déjà la dernière fois. Et donc, je me suis dit, si je suis dans Claude Code, je peux à la fois avoir toute cette partie technique que je viens d'écrire, mais aussi, c'est l'endroit où je vais discuter, quoi. Partie conception du livre. Voilà, vraiment la coécriture. Donc, en fait, j'ai fait un dossier brouillon, un dossier ressources. Dans les ressources, je copiais-collais des documents. Dossier brouillon, c'est là où je mettais les transcripts de notes vocales. Okay. Donc, chapitre, numéro 1, donc l'introduction. Bon, je dis tout ce qui me passe par la tête. Essayer de structurer un peu parce que... Je le mets dans le brouillon, ensuite j'ouvre Claude Code et je lui dis je t'ai mis un brouillon. Alors il y a aussi tout un jeu d'instructions que Claude avait écrit pour Claude Code, là, le fameux... Bon, c'est un peu méta, désolé, mais dans le livre c'est mieux expliqué. Et donc Claude, mon Claude Code sait que quand je suis dans ce dossier, on est en train d'écrire un livre ensemble. Donc je lui dis, j'ai mis un brouillon, propose-moi un petit déroulé de ce chapitre. Hop, il me le fait. Alors bon, l'interface est un peu rustique. Moi, je fais ça dans le terminal, mais j'aime bien quoi, mon côté nerd. Je regarde, je lui dis t'as raison, c'est pas mal. Ah tiens, il me pose 1 ou 2 questions. Il me dit et ok, vas-y, propose-moi un premier draft pour le chapitre 1 quoi. Il le fait. Et soit ensuite je le corrige à la main. Ça m'est arrivé quand même de relire parce que des fois, il y a des tourneurs de phrases qui faisaient pas très naturel. Mais je l'ai écrit avec Claude Opus 4.6 et franchement, je trouve qu'il est vraiment très très fort quoi. J'étais impressionné même par la structuration. Il y avait 1 ou 2 chapitres où ma note vocale a duré 15 minutes et je lui disais franchement je sais pas trop par quelle boule prendre, j'ai envie de parler de ça et de ça.
Et il me proposait des choses qui étaient souvent très... je sais pas, une structure, un truc, un peu une réflexion. Peut-être je serais arrivé à la même chose, mais encore une fois, bon, c'est là où ça va vite, quoi. Et puis, franchement, j'allais dire des fois il se plante, mais rarement, pour être honnête. Après, c'est pas non plus un livre de philosophie non, très mais conceptuel. Ce qui est hyper intéressant, c'est, je pense qu'il y a, bon, déjà la chaîne de fabrication, tu as commencé par là, je pense que c'est un gros, comment dire, dilemme qu'ont pas mal de gens qui veulent écrire. Ouais. De se dire, bah ouais, en fait, il y a un moment, il faut que je passe par un éditeur parce que je sais pas mettre un produit sur le marché. Là, tu as un peu automatisé cette partie-là. Et effectivement, d'avoir pris le parti de dire, bah en fait, tant que j'ai fait ça, autant remonter en. Voilà, arriver à avoir tout. Et donc, c'est un peu un mélange de se dire, bon, bah, on est à l'ère de l'IA, on est à l'ère du markdown, on arrive, on a tout. Et puis, donc, en fait, ça fait un projet de code. Et puis, après, il y a quelques skills, quelques machins. Bon, je ne peux pas rentrer en tout ça, mais voilà. Donc, c'était cool. Si on devait résumer, c'est quoi la compétence qu'il faut qu'on bosse pour être même pas employable, hein, pour prendre ce train-là et de se dire, bah tiens, être un peu en maîtrise sur ces sujets. C'est quoi le truc qui, toi, te guide là-dessus? Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est de la capacité à orchestrer un peu tous ces sujets-là? C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, tiens, ouais, non, ça, faut vraiment... Est-ce que c'est le sens critique aussi? Parce que, oui, de pas prendre ce qui est produit pour acquis et pour une vérité absolue. Ouais, ça c'est sûr. Tu vas se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA ou pas. Mais je pense que savoir ce qu'il est possible de faire, tu vois, et peut-être de changer un peu. Mais bon, ça c'est mon biais un peu technique et de développeur. Mais c'est vrai que arriver, en tout cas moi, ce qui m'a aidé à faire là ce livre, comme je viens de le décrire, c'est bon, d'une part que j'étais d'avant, mais surtout que j'ai un peu eu cette réalisation de me dire bon bah tout peut être du code, quoi. Et tout est donc... Et quelle est la matière brute? La matière brute, c'est du markdown. Il y a un petit peu d'architecture quand même. Ouais, mais c'est de l'architecture de la connaissance en quelque sorte. La partie technique, finalement, pour le coup, je veux dire, on est sur des modèles d'IA qui savent maintenant gérer ce genre de choses. Il y a eu des choses très intéressantes par justement Andrei Karpathy, là, qui est celui qui a inventé le terme vibe coding. Lui, maintenant, il a mis en place tout un système de travail, de recherche, où il n'utilise que des fichiers Markdown qui sont indexés par des LLM, enfin, un truc un peu de nerd, mais qui est espèce de... Enfin, ce sujet de la gestion de la connaissance, je le trouve assez intéressant, même j'en suis pas du tout un expert. J'ai découvert ça un petit peu avec Notion, les wikis, toutes ces choses-là. Et là, il y a une nouvelle manière de faire ça, en fait. Il y a des gens un peu qui font des choses un peu exotiques avec, je sais pas si tu connais Obsidian, par exemple. J'allais t'en parler. Voilà, tu vois. Qui était vraiment un truc de nerd et qui était aussi pour... Enfin... Je te parle du monde avant IA, où fallait quand même passer du temps à écrire à chaque fois que tu lisais sur un sujet. Enfin, tu vois, il y avait un truc vraiment de penseur, quoi. C'était vraiment, j'ai un second cerveau, je fais des liens contextuels. J'ai l'impression qu'à l'ère de l'IA, ça disparaît quand même un peu ce truc-là. Bah, en fait, l'IA, Obsidian devient... Ou alors c'est démultiplié grâce à ça. Ouais, voilà, je dirais plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est arriver à se dire, OK, c'est quoi la matière et comment on la travaille. Et l'IA est très bonne, encore une fois, à travailler sur des fichiers Markdown, quoi. C'est-à-dire que si tu es dans Notion, par exemple, que avant l'ère pré-IA, comme tu dis, je trouvais quand même vachement plus sympa à utiliser qu'Obsidian. Obsidian, c'était quand même vraiment... Enfin, c'est que du texte. Voilà, Notion, moi, je trouve que c'était le truc parfait, quoi, pour gérer. C'est un geek qui vous dit ça. Ouais, mais parce que je trouve qu'à l'époque, tu vois, je voyais pas... T'as raison, c'est hyper aride. Mais bon, maintenant, je trouve que... Moi, je suis à un stade où... je trouve que Notion est un peu too much, tu vois. Mais en équipe, Notion, c'est génial, c'est vraiment comme ça, je trouve qu'il faut organiser la connaissance. Mais par contre, dans Notion, tu peux que utiliser l'IA de Notion, en fait. Parce que tu es dans un écosystème un peu fermé. Alors, il se trouve qu'ils ont fait un super travail sur l'IA et que pour plein de gens, parce que moi, je recommande pas aux gens d'aller utiliser des fichiers Markdown, etc. Je veux dire, en équipe, c'est pas viable. Mais il y a un truc un peu de... Je sais pas, c'est un peu contradictoire ce que je dis, parce qu'il faut arriver à se situer, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont être à un bout du spectre, utiliser du Notion, et déjà faire des trucs assez sympas, peut-être même connecter leur Notion à Claude, utiliser Cowork, enfin voilà. Ça, je pense que ça, c'est déjà très bien, parce que déjà faire ça, on revient un peu à la question de... Tout à l'heure, c'est pas si évident, il faut être un petit peu accompagné, mais voilà, donc ça, c'est savoir ce qui est possible. Et après...
suivant son niveau de geekery, on va dire, on peut aller sur des choses de plus en plus... mais en fait, tu vois, Cowork... En fait, franchement, je pense qu'il faut un peu mettre de côté le côté, tu vois, les geekeries avec le Markdown, avec Obsidian ou Cloud Code. Cowork, c'est le bon niveau d'abstraction. Ok. Je dirais. Donc voilà. J'ai pas vraiment répondu à ta question parce que je sais pas forcément. Je pense qu'il y a un truc qui est important quand même, c'est de. En fait, voilà, si je vais quand même te donner une réponse, moi je pense que c'est une expression que j'ai lue que je trouve vachement intéressante. Tu as parlé de pensée critique. Il y a un autre truc, c'est la critical ignoring. Donc l'ignoration critique, ou je sais pas comment. En fait, il y a trop de bruit, quoi. On est dans une époque où vraiment il y a énormément de bruit. Il y a beaucoup de FOMO. Il y a beaucoup de FOMO orchestrés par les providers d'IA et par les gens qui vendent des formations. Ce qui n'est pas notre cas, je pense, mais bon, tu vois, mais il y a des gens, tu les connais comme moi, je pense, on va sur LinkedIn qui alimentent ce truc-là. Bah, tout le truc autour du prompting magique, c'était quand même ça. C'était exactement ça. J'ai la formule magique, acheter ma formation, quoi. Voilà, exactement. Mais de te faire croire que si tu ne connais pas cette formule, tu vas pas réussir à le servir. C'est ça qui est grave. Et donc d'arriver à se dire, non, ça je mets de côté. Les serveurs MCP, je comprends pas ce que c'est, je mets de côté, c'est pas grave. Ça, c'est important en fait, parce que sinon on devient fou, quoi. Et il y a des gens, moi c'est ce que j'essaie à mon humble échelle, en tout cas, de démystifier certaines choses. Mais je vois aussi des gens dans la communauté no-code, notamment, qui sont un peu en souffrance, quoi. Qui se disent, ah putain, mais non, mais je m'y suis pas mis. Ah là, il y a des trucs, là, je vois lui, il parle de ça. Et donc, tu vois, par exemple, typiquement, Obsidian plus Claude et tout ça peut être dans ce truc-là, c'est-à-dire d'être trop à l'avant-garde. L'outil pour l'outil et, voilà, un peu, et au bout d'un moment, alors je pense qu'avec le no-code c'était aussi vrai, c'est tu passes plus de temps à paramétrer ton outil qu'à combien j'en ai vu. Moi, mais le over-engienning, ça vraiment, faut faire attention à ça. Si je voulais te proposer une conclusion, je repartirais quand même de ce papier, de ce crayon, quoi. C'est tu vois, avant d'utiliser l'outil, de te poser en disant alors nous on accompagne un tout petit peu sur ce sujet IA et travail en équipe. C'est déjà mettre l'équipe autour de la table, dire c'est quoi le cas d'usage, qu'est-ce qu'on veut résoudre, quoi. Et où est-ce qu'on en est, et est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à faire des choses, et de repartir avec voilà, en faisant du papier crayon et en testant les choses petit à petit, quoi. Et c'est ça qui est bien aussi des fois pour des organisations de travailler avec des gens extérieurs qui viennent et qui regardent un peu les process et qui aident un peu parce que des fois on n'a pas de recul, quoi. Mais c'est vrai que là il y a beaucoup d'entreprises qui se disent on veut mettre de l'IA partout, ce qui est aussi ce qui veut rien dire en soi, mais par contre effectivement toutes les entreprises ont quelque chose à gagner, je pense, à utiliser au moins un peu d'IA, un peu d'automatisation aussi. Pour moi, tout ce qui se passe avec l'IA, et c'est encore pour ça que je disais au tout début, on est dans la continuité, tout ça n'invalide en rien des choses qu'on a appris et qu'on a pu faire grâce aux outils no-code. Et on est dans la continuité, mais cette continuité, elle va très vite, elle déplace certains niveaux d'abstraction, et ne pas confondre dans une organisation qui sont on va dire les collaborateurs et collaboratrices qui ont juste besoin de s'outiller, et ceux qui vont construire, pour les autres, ceux qui vont, je sais pas, faire les skills on n'a pas parlé de skills, mais tu vois, qui ont un peu administré les usages, faire l'environnement IA, quoi. Ouais, voilà. Ok. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. C'était très riche. On a essayé de rendre ça le plus compréhensible possible. On a un peu jargonné, je pense, à certains moments, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a des ressources où on envoie les gens qui veulent suivre ce que tu fais, qui veulent commander ce traité de vibe coding éclairé? C'est quoi le moyen le plus simple? Le plus simple, c'est pour l'instant, en tout cas, l'endroit où je m'exprime le plus, c'est sur LinkedIn. Ok. J'espère ne pas trop contribuer à tout ce bruit, mais bon, essayer de dire un petit peu des choses. Et puis, j'ai un podcast aussi, où le côté un peu plus temps réel, qui a un nom un peu nul, qui s'appelle IAX No Code, parce que je savais pas comment l'appeler il y a un an et demi. IAX No Code, ok. Voilà. Bon, on mettra le lien en description. Juste que... Mais sinon, globalement, c'est sur LinkedIn, c'est le bon endroit. Ok. Dernière question que je t'avais déjà posée, je pense à l'époque, que je posais à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une personne de ton réseau qu'il faut absolument qu'on ait à ce micro pour continuer la discussion d'apprentissage par la pratique et d'IA, parce que bon, j'ouvre quand même comme tout le monde, un gros chantier IA en ce moment dans les invités. Je dois être un invité sur 2 ou un invité sur 3 en ce moment qui nous parle d'IA. Mais je trouve... J'y avais pas pensé, je me souvenais pas que t'avais... Non, mais c'est dur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui, dans tout ce bruit, il y a aussi quand même beaucoup de gens qui disent des choses très intéressantes.
Moi, il y a une personne que j'aime bien, je ne l'ai pas vu depuis quelques temps, et des fois il s'exprime beaucoup sur les réseaux, puis des fois non. Il s'appelle Maury Fodé-Cissé, je sais pas si Ok. et il est très très fort sur tout ce qui est IA et sur l'IA pour la formation, et notamment il a accompagné plusieurs solopreneurs, solopreneuses ou organismes Ok. de formation pour développer des choses assez innovantes, mais en partant des usages, tu vois, pas des gadgets, mais en regardant. Et il a documenté ça aussi à un moment. Voilà, dire ok, bon, bah, qu'est-ce qui se passe pas bien là? Où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Ah, c'est le coaching, c'est la planification des sessions de coaching. Je sais pas, bah, où est-ce qu'on peut mettre de l'IA jusqu'à des choses où vraiment un peu avancées, d'ingérer toutes les données de formation, faire du support, enfin pour les. Donc voilà, lui, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses intéressantes à Ouais, dire sur écoute, l'IA en général. Je on va- pourrais vous mettre en relation Ah si tu bah veux. avec grand plaisir, on va faire partir une invitation. Je te remercie une nouvelle fois. Il me reste à souhaiter une bonne suite ou fin de journée aux courageuses et aux courageux qui nous ont suivis jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. Salut! Merci beaucoup. Salut.